L'annonce du don d'ovocytes est un véritable bouleversement. La plupart du temps, c'est un événement inattendu auquel peu de personnes ont la possibilité de se préparer. C'est donc une situation qui n'est pas choisie, une situation qui déstabilise, qui désorganise. C'est donc une réalité nouvelle qui demande un changement radical de notre rapport à la vie, de notre rapport au monde et celui que nous avons à nous-mêmes. Au fond, ce mode de conception nous amène à reconsidérer notre vie. Le fait que cette conception soit inattendue, différente, provoque tout à coup une succession d'interrogations, d'abord sur nos propres capacités, des capacités à affronter des difficultés, à anticiper l'avenir. Suis-je capable d'affronter tout ça? Est-ce que c'est moi qui suis à l'origine de ce qui se passe? Est-ce moi le coupable? D'autres questions sur la manière dont nous allons gérer cette nouvelle réalité. Comment faire? Comment réagir? Et puis encore des questions sur la façon dont nous réagissons et dont nous devrons réagir. Que va-t-il arriver? J'ai la sensation que tout s'écroule tout à coup, que je ne maîtrise plus rien, que tout est perdu. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'inertie qui s'installe, d'immobilisme qui se produit, qui peut rester quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois, et commence une première étape du parcours qui est marquée par une immense solitude à l'intérieur de laquelle il y a de nombreuses émotions. Il y a d'abord la surprise avec l'incompréhension qu'elle entraîne. Il y a la tristesse avec le sentiment d'impuissance. Il y a la colère avec le sentiment d'injustice. Et enfin la peur avec un sentiment d'abandon par la vie, par la santé, par tout le monde, par la justice justement. Et cette solitude de quelqu'un qui prépare le don d'ovocytes peut être immense, d'abord parce qu'il y a le sentiment d'inefficacité personnelle. Et ce sentiment d'inefficacité personnelle se manifeste par la conviction de ne pas pouvoir gérer la situation tout seul. Et puis, il y a un sentiment d'insécurité, une situation que vous ne pouvez pas contrôler et qui est automatiquement pour vous une situation de danger. Cette situation de danger est augmentée après plusieurs échecs, lorsqu'on a fait déjà de la PMA avec ses propres gamètes. Et ce danger est de ne jamais être mère, par exemple, de faire un enfant qui n'est pas le sien, de transgresser la nature, de faire un enfant qui sera l'inconnu, de ne pas l'aimer, de ne pas pouvoir se faire aimer par lui, et d'être rejeté et qu'on le rejette par ailleurs. Le sentiment d'isolement, enfin, qui vient d'une croyance, c'est celle qui dit, puisque personne ne peut comprendre ce que je suis en train de vivre, personne ne peut m'aider. D'ailleurs, beaucoup de personnes finissent par ne plus parler à ce sujet-là, et de peur de déranger les autres d'ailleurs, ou de peur d'être plutôt envahi par l'autre. Alors comment faire dans ces situations? Pour sortir de ces difficultés, il faut prendre en charge la préparation de cette conception et la préparation de cette grossesse. Comment faire? Eh bien, définir d'abord avec la plus haute précision les situations qui déclenchent les émotions négatives, puis chercher des personnes, des situations et des expériences qui favorisent la recherche du soutien. Il faut savoir s'organiser pour ne pas rester inactif. Ceux qui sont passés par la PMA connaissent les périodes d'inactivité, les périodes d'attente qui sont quasiment insupportables et qui déclenchent souvent ce sentiment connu de tous, c'est celui d'impuissance. Il faut donc pouvoir chercher à gérer les émotions en lien avec toutes les sensations corporelles, les manifestations corporelles, pour développer l'estime de soi et pour s'accepter déjà tel qu'on est, c'est-à-dire avec l'impossibilité de concevoir avec ses propres gènes, pour pouvoir enfin accepter l'enfant du don. Voici
les étapes que je propose et qui sont donc celles du cheminement, de la préparation. La première étape, ce serait celle des bonnes distances, la recherche de bonnes distances. Cette étape est très très importante parce qu'on ne sait pas toujours quelles sont nos limites par rapport aux gens qui nous entourent et par rapport à nous-mêmes. Je donne un exemple. Par exemple, vous apprenez que vous devez concevoir votre enfant avec don et vous vous dites « je dois tout de suite le dire à ma famille, je ne peux pas le cacher, il faut absolument que mes amis le sachent, sinon ça sera un secret, ça ne sera pas bon. » Et vous ne cherchez pas forcément à savoir si c'est bon pour vous de tout de suite le dire, si c'est le bon moment, si c'est le moment juste pour vous. Deuxième exemple, vous dites « on n'en parle pas, je n'en parle à personne, c'est mon intimité, on le fait, point à la ligne, on ne parle à personne. » Sans savoir si à ce moment-là, vous auriez peut-être besoin, au contraire, d'être écouté, de vous sentir entendu et que quelqu'un pourrait au contraire être bienveillant et à votre écoute. Quel est le problème de ces mauvaises distances? Eh bien, la peur du jugement en général. Évidemment, nous avons tous à ce moment-là peur d'être jugés lorsque cette conception de l'enfant est différente. Les gens de votre entourage pourraient à ce moment-là adapter deux attitudes différentes. La première, c'est l'attitude intrusive et la deuxième, c'est l'attitude d'évitement. Et ni l'une ni l'autre ne sont agréables. Dans les deux cas, c'est à vous de rechercher les bonnes distances avec les personnes, les bonnes limites pour répondre à vos besoins. Et vos besoins, à ce moment-là, sont classés dans j'ai trouvé un classement, disons. Le premier groupe, ce sont des besoins d'être entendus. Et le deuxième, c'est ne pas être harcelé. Et là-dessus, lorsqu'on vivra notre journée du 14 septembre, on fera justement des exercices. Bien, si les gens vous parlent et qui souhaitent vous voir, ça n'est pas toujours pour être intrusif, ça n'est pas toujours pour tout savoir sur vous et ça n'est pas toujours pour vous parler que du don. C'est pour ça que je donne souvent des conseils suivants. Prenez le risque d'être vous-même. L'idée d'introduire le don de vos sites dans vos relations doit rester toujours constante parce que le don de vos sites doit rester dans votre vie à tout jamais et il doit en fait faire partie de votre vie et il doit faire partie de nouvelles relations avec les gens qui vous entourent et ces relations devront être à partir de ce moment-là tout à fait singulières. Donc il ne faut plus être dépendant du regard des autres. N'oubliez jamais que vous n'avez pas le pouvoir de choquer les gens. Parce que s'ils sont choqués par ce que vous faites, parce que vous leur racontez, ça veut dire que ça tient à leur histoire, leur propre histoire. La deuxième étape de la préparation, c'est l'ancrage. Il y a deux étapes, deux sous-étapes, si on peut dire ainsi, dans celle-ci. La première, c'est faire le deuil de ses propres ovocytes et donc de ses gènes. Comment? Eh bien, en vous renseignant, tout simplement, en lisant des articles sur l'épigénétique, en écoutant les conférences intéressantes des médecins, des professionnels de santé à ce sujet, et en recréant tout l'enchaînement des hérédités, en réorganisant toutes les informations que vous avez au sujet de votre propre lignée. Les questions que vous devez vous poser à cette étape-là, c'est « qu'ai-je reçu en héritage de mes deux parents ?» Et vous devez prendre conscience quelles sont les conséquences de cet héritage dans votre vie. Dès lors, en fonction de vos ressentis, vous pourrez faire une véritable sélection des éléments que vous voulez garder pour le restant de votre vie et ceux dont vous ne voulez plus. La transmission s'organise via le corps, mais aussi via les inconscients.
Avec vos nouveaux choix, vous pouvez recréer une nouvelle matrice, en quelque sorte, pour une nouvelle lignée, une nouvelle histoire. Vous devez réaliser que le don est pour vous une occasion de donner corps à une nouvelle histoire. L'étape suivante, c'est la protection. Vous ne vivrez pas la conception comme une femme, un homme qui font l'amour pour concevoir un bébé sous la couette. C'est pourquoi vous devez dès à présent décider de la manière dont vous allez mettre les fameuses limites dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, la question de la protection est absolument primordiale. Elle doit d'abord s'exercer contre les autres, vis-à-vis des autres, et aussi vis-à-vis de soi-même. Les proches ou des amis qui vous demandent les détails sur la conception de votre enfant risquent de vous demander parfois beaucoup de détails. C'est à vous de décider ce que vous voulez et ce que vous pouvez leur donner. La protection, c'est une zone de sécurité. Il y a des paroles, des détails, des comportements que vous devez mettre en place pour éviter de vous sentir agressé, pour vous sentir en sécurité. Vous devrez veiller à respecter votre intimité, tout simplement, exactement comme s'il s'agissait de votre vie de couple, de votre vie sexuelle. Et oui, d'ailleurs, la sexualité, la PMA, c'est un grand sujet, puisque de la FIV à l'intrusion dans votre lit, il n'y a qu'un pas. C'est protéger, donc, c'est ne pas voir les personnes en présence desquelles vous vous sentez en danger, mal à l'aise. C'est aussi cultiver les relations bienveillantes uniquement. C'est chercher de nouvelles personnes, nouvelles relations enrichissantes, en présence desquelles vous êtes une future maman, un futur papa du don, mais pas que. Et justement, attention à cette expression, car vous n'êtes pas que la maman du don, vous n'êtes pas que le papa du don. Vous êtes autre chose aussi. Sachez donc vous mettre à l'abri. L'étape suivante, c'est le contrôle. Les personnes qui fréquentent mon cabinet, aussi des personnes que je connais et qui ont eu des enfants d'ovocytes, essayent tant bien que mal de contrôler tout ce parcours en se renseignant sur tous les détails médicaux. C'est le problème numéro 1, car cette conception est externalisée du corps. Donc, elle se passe en dehors de votre corps. De plus, les cliniques, les médecins que vous fréquentez répondent à votre besoin d'être enseigné en vous donnant le plus d'informations techniques possible. Le stade des embryons, leur choix, la classification, le choix de la donneuse, les critères. On peut comprendre cela. On peut comprendre aussi votre besoin, car lorsque le bébé n'est justement pas conçu au sein de votre corps, vous avez probablement et sûrement même l'impression qu'il vous échappe. Mais ça pose un problème. Même si vous avez tous ces détails, la conception va quand même vous échapper. Car la conception est un acte totalement inconscient, qu'il ait lieu dans le ventre ou en dehors de celui-ci. Le contrôle total est donc un leurre et il faut absolument s'en extraire. Comment, de quelle façon? À la place du contrôle, nous mettrons la maîtrise. Quelle est la différence entre la maîtrise et le contrôle? Lorsque un grand sportif fait des pompes, par exemple, beaucoup de pompes comme ça, d'un coup, et qu'il ne respire pas, il ne va pas en faire énormément, car il manquera de souffle. En revanche, lorsqu'il se permet de respirer naturellement en même temps, il en fera probablement beaucoup plus. C'est la même chose avec la préparation pour la FIV avec don. Je comprends très très bien le stress que vous vivez en vivant ces attentes interminables, mais il faut pouvoir vous autoriser de vivre et de souffler et de respirer en même temps que vous vivez cela. Si un ovule n'est pas correctement développé, je donne un exemple, ce n'est pas la peine de chercher l'explication logique. Les médecins n'en ont pas,
car on ne peut pas explorer un ovule aujourd'hui. Et si les médecins n'en ont pas, ça n'est pas la peine que vous cherchiez sur Internet, par exemple, ou que vous demandiez à je ne sais pas encore quel scientifique pourquoi votre embryon n'a pas évolué. Il faudra apprendre sur vous et la solution, et la seule solution, ce sont des exercices psychocorporels tels que peut proposer la sophrologie, le yoga ou encore la méditation, ou encore tout simplement des massages. Et moi, je donne souvent un simple conseil aux personnes. C'est comme un véritable entraînement, c'est prendre soin de soi, respirer chaque jour 10 fois pleinement, faire plaisir à vos sens, tout simplement, et s'entraîner comme ça tous les jours pendant toute la période de la préparation, et vous verrez que votre attente ne sera plus la même. C'est comme ça qu'on apprend la confiance, c'est comme ça qu'on apprend à attendre de manière plus sereine, plus paisible. L'étape suivante, c'est la recherche de l'équilibre. Avoir peur, c'est normal. Trembler devant l'enveloppe des résultats, c'est normal. Mais ce n'est pas normal de trembler de peur tous les jours jusqu'à se rendre malade, jusqu'à se savoir enceinte. Là, nous sommes dans une situation d'angoisse généralisée qui n'est plus du tout une maîtrise, mais un hyper-contrôle. Donc, c'est quelque chose de négatif, de destructeur. Et là, votre énergie de conception est négative. L'équilibre, c'est, durant toute cette attente-là, cette préparation, c'est s'autoriser l'expérience de toutes les émotions et de leur pendant positif. Lorsque vous vivrez la peur, c'est pour quelque chose d'important. Mais en même temps, vous vivrez le courage à la suite. Si vous êtes en colère, vous vivrez un apaisement. Si vous êtes triste, vous avez des chances d'être joyeux le lendemain ou quelques jours plus tard. Toutes ces émotions sont saines. À leur juste dose, pratiquez encore une fois la méditation, la sophrologie, la respiration, un sport quelconque va vous aider à trouver cet équilibre-là. Et avec cet équilibre arrivera bien sûr la confiance, qui est une étape suivante. C'est lorsque votre corps vous enverra toutes les informations au sujet de ce que vous vivez et que vous serez en mesure de recevoir ces informations et de les traiter, là, vous saurez que vous avez confiance. La confiance n'est pas là lorsque, en présence d'un certain nombre d'informations, nous ne savons pas la traiter. Lorsque nous sommes paralysés et que nous ne pouvons pas analyser les infos qui nous arrivent. Elle arrive lorsque nous pouvons le faire. Bien, l'étape suivante, c'est le repositionnement. Le repositionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous préparez cette conception différente avec les gènes d'une personne étrangère, de quelqu'un d'autre, vous décidez de faire ça. Ça veut dire que vous êtes un adulte responsable. Ça veut donc dire que vous n'allez pas faire un enfant comme tout le monde peut le faire. Et ça veut dire que vous êtes obligé, de toute manière, de facto, de vous repositionner en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que vous n'êtes plus que la fille de votre mère et de votre père, que vous n'êtes plus que la victime de l'infertilité, que vous n'êtes plus que la sœur ou le frère d'eux. Vous devez chercher à changer de position. Changer de position, ça veut dire devenir adulte, responsable et à l'origine d'une histoire toute nouvelle, c'est qui est permis donc par ce travail d'ancrage dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, la dernière étape, c'est celle de la construction. Jusqu'au moment où vous avez appris que vous serez la maman ou le papa, vous vous êtes construit à partir de vos références familiales, environnementales, avec vos proches. Vous avez formé un système qui avait ses caractéristiques, où chacun avait un rôle, parents, enfants, fratrie, amis, etc. Et l'enfant du don a perturbé tout ça.
Car ce que vous avez construit au sujet de votre avenir ne tient plus du tout la route. Cela vous bouleverse. Le dessin originel de votre vie est bouleversé, vos relations, vos rapports, votre rôle au milieu de tout ça. Maintenant, vous devez construire votre propre histoire sur de nouvelles bases. Bien sûr, il y a cet ancrage dont nous avons parlé, puis ce repositionnement, et vous devez donc créer cette nouvelle vie, construire cette nouvelle vie sur vos valeurs personnelles, sur vos références nouvelles, avec votre enfant dont la conception vous avez enfin intégré. La construction, c'est l'écriture, la projection d'une toute nouvelle histoire qui vous est propre. Je vous remercie.